Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur New World Info. Vous le savez sans doute déjà que les droits de l'homme sont inaliénables et que tout être humain les possède. Mais comment accéder à ces droits? Où trouver la preuve que ces droits ont été formellement reconnus par les États? Comment ces droits sont-ils mis en œuvre? Prévention des violations et renforcement de la protection des droits humains. Nous en parlons dans Échange aujourd'hui avec deux acteurs. Il s'agit de Michel Aguet, secrétaire général du GF2D, entendez le groupe de réflexion et d'action femmes, démocratie et développement. Bienvenue Madame Aguet. Merci Étonnam, c'est un plaisir. Également sur ce plateau, Eric Chourou-Tonto, vous êtes juriste, vous êtes également chargé de projet à l'ANAT, l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme au Togo. Merci d'être avec nous. Merci Madame Étonnam. Alors, droits de l'homme, droits humains, droits de la personne, que retenir finalement? Merci beaucoup pour cette question. Droits de l'homme, droits humains, droits de la personne. Tout ce que vous venez de dire là, ça existe et on peut retenir tout ça là. On peut dire droits de l'homme, ça dépend du contexte. On peut dire droits humains, ça dépend du contexte. Et on peut dire droits de la personne. Mais il faut savoir que les droits humains regroupent droits de l'homme et droits de la personne. Droits de la personne, ça se réfère justement à l'individu que je suis en tant que personne, mes droits. Et droits de l'homme, justement, c'est la notion initialement retenue pour parler aujourd'hui des droits humains et pour souci d'inclusion, si on peut le dire, parce que justement les droits humains englobent les droits des enfants, les droits de la femme, les droits des minorités, les droits des autochtones, en tout cas tout ce qui est comme droit. Et alors que les droits de l'homme, quand on le dit aussi, justement, on peut entendre dans homme, entre griffes, femmes, tout ce qui est là, mais toutes les notions de façon contextuelle, si on peut le dire, de façon droit, pour dire aujourd'hui, toutes ces notions-là existent et qu'on pourrait en faire valoir où on se situe et dans quel cadre on les emploie. Quelle est la notion que vous préférez? Et aujourd'hui, moi, en tant que défenseur des droits humains et éducateur aux droits humains que je suis, je préfère droits humains, et tout simplement parce que, comme je venais de le dire, ça évite toute polémique et ça donne une largesse à ceux qui peuvent l'utiliser partout où tu es, parce que quand tu dis droits humains, on ne te poserait plus de questions sur qu'est-ce que tu veux dire par là, parce que tout être humain se retrouverait. Mais quand on dit droits de l'homme, on pourrait se poser beaucoup de questions de qui tu parles. Et est-ce que les femmes ils sont dedans, les minorités sont dedans, en tout cas, est-ce que les autochtones sont dedans? Mais quand tu parles justement de droit de la personne, je l'ai expliqué tout à l'heure, oui, de la personne qui est devant toi, de qui tu veux parler et tout. Ça se comprend rapidement. Justement. Madame Aguet, y a-t-il une conception africaine spécifique aux droits de l'homme? Je dirais qu'il n'y a pas de conception en tant que telle, mais la notion de droits humains au niveau africain s'inspire de ce qui se fait au niveau international. En matière de droits humains, lorsque nous parlons au niveau Afrique, il y a certaines spécificités qui sont prises en compte dans le système africain ou bien dans les instruments juridiques africains qui ne se retrouvent pas forcément dans les autres instruments au niveau international ou peut-être au niveau européen. Quand on prend par exemple cette obligation ou bien ce droit des peuples africains à pouvoir jouir de leurs richesses, quand on parle par exemple le droit des peuples à pouvoir prendre des décisions en ce qui les concerne, et quand nous sommes dans le domaine des droits de la femme par exemple, il y a certaines violations qu'on retrouve en Afrique qu'on ne retrouve pas sur les autres continents, par exemple le droit des veuves, le droit de la protection des veuves, ces spécificités-là qui ne se retrouvent pas sur certains continents, qu'on prend en compte dans les instruments juridiques africains. Alors, comment résumeriez-vous la situation des droits humains sur le continent aujourd'hui? Bon, je dirais que dans un premier temps, nous avons des instruments juridiques spécifiques à l'Afrique qui protègent tous les humains, tous les Africains. Nous avons des mécanismes qui sont mis en place
pour protéger également les Africains d'une manière générale. Nous avons même au niveau des différentes sous-régions des instruments, des mécanismes. Quand nous prenons par exemple la sous-région ouest africaine, il y a des mécanismes, il y a peut-être la Cour de justice de la CEDEAO qui protège les citoyens de la CEDEAO. Mais le problème qui se pose, ou bien les défis, se trouvent au niveau de l'application effective de ces instruments qui sont adoptés au niveau africain, de comment est-ce que les citoyens africains connaissent ces instruments et ces mécanismes de protection et aient recours à ces instruments et mécanismes lorsqu'ils se trouvent en face d'abus ou de violations de leurs droits. Madame Agué, quand on parle d'abus, à quoi fait-on référence exactement? Lorsqu'on parle d'abus, en matière de droits de l'homme, c'est lorsque, par exemple, moi, en tant que citoyenne, je porte atteinte aux droits d'une autre personne. En tant que citoyen ou bien en tant qu'individu, je porte atteinte aux droits d'une autre personne, je ne respecte pas ses droits ou bien je viole ses droits. Mais lorsque, contrairement aux abus, on parle de violation des droits de l'homme, lorsque c'est l'État qui est mis en cause, donc c'est la nuance entre l'abus et la violation des droits. Au Togo, y a-t-il des défis spécifiques aux droits des femmes, des minorités et d'autres groupes vulnérables? Oui, il y a des défis. Si les défis n'existaient pas, nous ne serions pas là. Nous, les organisations de la société civile, même l'État aurait déjà rangé ses bagages en se disant oui, on est parvenu à l'idéal qui est inscrit dans les instruments juridiques de droits de l'homme, en commençant par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui, quand je prends les femmes, il y a des questions d'accès à les droits, même le droit à l'éducation. Il y a encore dans certains milieux de notre pays certaines femmes ou bien jeunes filles ou bien petites filles qui ont du mal à accéder à l'éducation. Il y a la question de l'accès à la santé, surtout la santé sexuelle et reproductive. Comment est-ce que les femmes sont prises en charge pour le suivi de leur maternité? Il y a ces questions qui se posent. Dans certains milieux, malgré tous les programmes et projets en ce sens? Oui, les programmes ne sont pas suffisants. Quand vous allez sur toute l'étendue du territoire, dans certains milieux, il y a encore cette difficulté pour les femmes de pouvoir accéder, par exemple, à la santé. Il y a des femmes qui se retrouvent dans certaines localités un peu reculées, qu'il n'y a pas de centre de santé, ou bien le centre de santé qui est là-bas, ou bien l'unité de soins, si je peux le dire ainsi, ne répond pas aux besoins qui se posent. Donc, il faut peut-être évacuer la personne vers un milieu un peu plus développé. Et des fois, ces évacuations sont faites dans des conditions où peut-être avant d'atteindre le milieu développé ou bien le centre de santé ou bien l'hôpital au niveau de la périphérie, peut-être la personne perd la vie. Ou certaines femmes, c'est sur des motos de fortune ou quand elles veulent accoucher, qu'on les transporte notamment. Donc il y a ces difficultés-là qui se posent encore dans notre pays. Alors, si vous le permettez, en fait, ce que Madame vient de dire tout à l'heure, c'est vrai. Et là, elle a soulevé un point très important. Le défi ou le grand défi aujourd'hui, justement, pas seulement au Togo, mais en Afrique, concernant les droits humains, c'est toujours ces pesanteurs socio-culturelles qui existent toujours chez nous. Ou quand on parle des minorités, justement, des personnes handicapées qui se trouvent dans des situations où ces personnes, justement, sont discriminées et mises à part ou ne sont pas considérées comme elles devraient l'être. Et ce qui, sans le vouloir, sans toutefois le vouloir, mais comment on l'appelle, mais sur un plateau de boucher leurs droits où on coupe comme on veut, ou bon, si je veux aujourd'hui je respecte, demain je ne respecte pas, si je veux aujourd'hui j'abuse parce que justement on vient de faire une différence entre abus de droits et violation des droits. Toutefois, l'État a obligation de protéger ces droits-là et de les promouvoir aussi, mais nous en tant que citoyens aussi, nous avons obligation de veiller sur ces droits et de ne pas en abuser
protéger et de ne pas en violer, parce que de ne pas les violer, parce que justement un individu peut violer les droits, on peut le dire, de porter atteinte à l'intégrité oui, d'un violer un individu viole le droit quand il exerce son pouvoir en tant qu'agent de l'État, tout simplement. Donc du coup, il est en train de violer parce qu'il exerce un pouvoir en tant qu'agent de l'État. Donc il a le bras droit exerçant de l'État. Donc là aussi, donc ces pesanteurs socioculturels qui existent justement en parlant des zones très reculées, même en ville aujourd'hui, restent un grand défi pour la justice des droits humains et surtout des minorités, des personnes vulnérables et comment on l'appelle, vulnérables et marginalisées dans notre pays aujourd'hui. En Afrique subsaharienne, une personne sur 15 000 souffre d'albinisme, une maladie rare qui se manifeste par une absence de pigmentation. Pensez-vous, Monsieur Tonto, que votre état soit synonyme de discrimination? Et si je dois répondre directement à cette question, je dirais oui. Et vous savez, vous venez de le dire, hein, l'albinisme aujourd'hui, ça atteint une personne sur 15 000. Et même dans certaines localités, sur 5 000 de personnes, vous trouverez une personne atteinte d'albinisme. Et aujourd'hui, l'albinisme est mal connu, très mal connu d'ailleurs, parce que je venais de le dire tout à l'heure, ces pesanteurs socio-culturels qui existent où l'homme est raisonnable, c'est où l'homme veut toujours trouver des raisons à tout. Parce que pourquoi moi je suis noir, ma femme est noire et que je mets un enfant au monde qui n'a même pas notre couleur de peau. Donc on veut donner une raison à tout. Et c'est normal, on se pose beaucoup de questions et c'est normal. Mais ces questionnements amènent justement à trouver des raisons qui n'honorent pas la personne dans ses droits, ou soit dans certaines localités, les personnes atteintes d'albinisme sont considérées comme des êtres extraterrestres ou des porte-bonheur pour certains contrées, ou pour certaines localités, des malheurs qu'il faut éliminer à tout prix. Et ces pesanteurs-là ou ces questionnements nous amènent justement à la discrimination, à la stigmatisation et surtout à l'ignorance totale encore, parce que quand on cherche à trouver forcément une raison à quelque chose, on s'égare. Et même quand on vous apporte la vraie nouvelle, vous allez dire non, que chez nous, c'est toujours comme ça qu'on nous a dit, nos grands-parents nous ont dit que quand on met un enfant atteint d'albinisme au monde, c'est parce qu'il y a eu ceci, parce qu'il y a cela. Mais et quand on amène les preuves scientifiques, vous n'arrivez plus à cerner. Et vous êtes coincé dans votre coin parce que c'est ce qu'on vous a toujours appris. Alors, aujourd'hui, nous vivons... Monsieur Tonto, qu'est-ce que vous réclamez spécifiquement? Oui, qu'est-ce que vous demandez à améliorer? Oui, aujourd'hui, ce que nous demandons, ça se trouve à plusieurs niveaux. Hein. Quand je prends les citoyens, c'est justement de considérer les personnes atteintes d'albinisme comme tous les êtres humains. Et comme quelqu'un différent de moi, de couleur de peau, tout simplement. Et de prendre en compte aussi cette spécificité. Cette spécificité où, par exemple, je le dis clairement, moi je ne peux pas rester sous le soleil, par exemple, parce que justement ma peau est très vulnérable au soleil, où je ne vois pas bien. J'ai une acuité visuelle très basse, où si vous voulez justement promouvoir mes droits, de tenir compte de cela quand je suis dans un endroit où vous voulez par exemple projeter ou écrire au tableau, ou justement m'aider justement à aussi bien voir. C'est... En quel sens? Dans le sens où je ne peux pas, là où madame est là, par exemple, s'il y a un tableau là-bas qu'il faut lire, je ne peux pas voir au tableau. Si je prends le domaine de l'éducation, par exemple, je suis en classe où l'éducation n'est pas très inclusive. J'en arriverai là, je voulais mettre ça sur le second aspect, qui ne prend pas en compte mon handicap visuel. Et là, mon droit à l'éducation est peut-être, je ne veux pas dire bafoué, mais est mis en cause. Et par exemple, quand je parlais de ma sensibilité, de ma peau au soleil, et que je suis exposé au soleil, que je n'ai pas les moyens pour me soigner, pas seulement les moyens financiers, même si j'ai l'argent, je n'ai pas où chez qui aller me soigner, parce que ce n'est pas tous les médecins qui maîtrisent notre peau, qui peuvent soigner notre peau, qui savent ce que dont vous avez besoin. Nous avons justement besoin. Donc il y a toutes ces dispositions-là, ou bien toutes ces choses-là que nous réclamons aujourd'hui. Et aussi que la justice pleine de notre droit, lutter contre la discrimination déjà, lutter contre la stigmatisation, promouvoir l'inclusion déjà, nous réclamons tout cela aussi. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui sur tous les aspects. Et quand les discriminations y vont, il y a le droit socio-économique et professionnel aussi qui sont mis en jeu. Quand vous me discriminez, par exemple,
quand je viendrai chercher un travail chez vous, vous allez dire non, lui, il ne peut rien foutre, je ne recule pas chez moi. Vous voyez? Donc, tout est lié au fait. Vous voyez? Donc, il y a pleinement de choses quand même qu'on réclame tout le temps. Alors, madame, quels sont les mécanismes de protection de ces droits humains pour que tu ne sois plus lié, comme ce tonto le disait tantôt? Bon, déjà, peut-être avant de parler des mécanismes, il faut que nous puissions parler des instruments qui donnent à chaque individu des droits. Donc, on a parlé des droits humains d'une manière générale, mais il y a des instruments, des conventions, des traités qui existent au niveau international, adossés aux Nations Unies, à l'Organisation des Nations Unies. Il y a au niveau africain des instruments également que le Togo a ratifiés. Le Togo a ratifié, par exemple, la charte africaine qui protège les personnes handicapées. Il a ratifié le protocole qui protège les femmes. Donc, en ratifiant ces instruments au niveau international et au niveau régional, le Togo prend des engagements de promouvoir, comme l'a dit tout à l'heure M. Tonto, les droits de humains, toute personne, d'une manière générale, mais aussi en promouvant les droits des personnes spécifiques. Donc, lorsque, au-delà des traités qui parlent des droits civiques et politiques, les droits économiques et sociaux, culturels, le Togo va ratifier un instrument qui protège les femmes, un instrument qui protège les personnes handicapées. C'est que le Togo a reconnu que ces personnes-là ont des besoins spécifiques et le Togo s'est engagé à prendre des mesures, à mettre en place des politiques pour pouvoir protéger, répondre aux besoins spécifiques de ces personnes-là. Prévention des violations ou abus, renforcement de la protection des droits humains. Nous revenons après une pause consacrée au journal sur votre chaîne.